Votre dévoué Jack l'Éventreur par Robert Bloch. Je regardais l'Anglais face à moi, et lui aussi me regardait. « Sir Guy Hollis ?» demandai-je. « En effet. Ai-je le plaisir de m'adresser à John Carmody, le psychiatre ?» Je hochai la tête. Mon regard parcourut la silhouette de mon distingué visiteur. Grand, mince, les cheveux sable, avec la traditionnelle moustache et les tweeds. Je soupçonnais un monocle caché dans la poche de son gilet et me demandais s'il avait laissé son parapluie dans la salle d'attente. Mais plus encore, je me demandais ce qui, au diable, avait poussé Sir Guy Hollis de l'ambassade britannique à venir trouver un parfait inconnu ici à Chicago. Sir Guy n'arrangea rien aux assaillants. Il s'éclaircit la gorge, jeta des regards nerveux tout autour de lui, tapota sa pipe contre le bord du bureau, puis il finit par parler. « Que pensez-vous de Londres ?»« Eh bien, j'aimerais beaucoup parler de Londres avec vous, Monsieur Carmody. » J'en voyais déjà de toutes sortes. Alors je me contentais de sourire, de m'adosser et de lui laisser la bride sur le cou. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange dans cette ville ? Eh bien, le brouillard est très célèbre ? Oui, le brouillard. Effectivement, c'est important. Il fournit en général le décor parfait. Le décor ? Le décor, pourquoi ? Sir Guy Hollis m'adressa un sourire énigmatique. Pour le meurtre, bien sûr. Le meurtre ? Oui. Cela ne vous a jamais frappé que Londres, parmi toutes les villes, ait une affinité particulière pour ceux qui envisagent l'homicide ? Personne ne parle comme ça, sauf dans les livres. Il n'empêchait que l'idée était intéressante. Londres, un lieu idéal pour un meurtre. Comme vous l'avez mentionné, il y a une raison naturelle à cela. Le brouillard est un arrière-plan idéal. Et puis les Britanniques ont une attitude particulière concernant ces choses-là. Vous pourriez appeler ça leur instinct sportif. Ils considèrent le meurtre comme une sorte de jeu. Je me redressai dans mon fauteuil. Voilà une théorie. Oui. Je n'ai pas besoin de vous assommer avec des statistiques criminelles. Les faits sont là. En termes esthétiques, en termes de tempérament, l'Anglais s'intéresse aux crimes de violence. Un homme commet un meurtre, ensuite l'excitation commence, le jeu s'ouvre. Le criminel déjouera-t-il la police ? On le lit entre les lignes des articles de journaux. Tout le monde attend de voir qui marquera le point suivant. La loi britannique considère un prisonnier comme coupable jusqu'à preuve de son innocence. C'est leur avantage. Mais il faut d'abord qu'ils attrapent leurs prisonniers, et les bobbies londoniens n'ont pas le droit de porter d'armes à feu. Voilà un point pour le fugitif. Vous voyez, tout cela fait partie des règles du jeu. Je me demandais où voulait en venir Sir Guy, à une conclusion ou à une camisole de force. Mais je me tus, et je le laissai continuer. Le résultat logique de cette attitude britannique envers le meurtre, c'est Sherlock Holmes. Avez-vous remarqué à quel point le thème du meurtre est populaire dans la fiction et le théâtre britannique ? Je souris. Je revenais sur un terrain familier. Alors je suggérais Angel Street, Ladies in Retirement, Night Must Fall, Payment Deferred, Laboon Grove, Kind Lady, Law from a Stranger, Portrait of a Man with Red Hair, Black Limelight. Tout en continuant à parler, il hochait la tête. Pensez donc aux films d'Alfred Hitchcock et d'Emlyn Williams, aux acteurs Wilfred Lawson et Leslie Banks, Charles Laughton, Edmund Gwenn, Basil Rathbone, Raymond Massey, Sir Cedric Hardwicke. Vous êtes vous-même un assez bon expert en la matière. Pas du tout. Je suis psychiatre. Je me penchai en avant sans changer de ton.
Tout ce que je veux savoir, c'est pourquoi diable vous venez dans mon cabinet pour discuter mélodrame de meurtre avec moi. La question le piqua. Il se renversa sur sa chaise et cligna des yeux. Ce n'était pas mon intention. Non, pas du tout. Je ne faisais qu'exposer une théorie. J'ai plutôt l'impression que vous essayez de gagner du temps. Allez, Sergei, crachez le morceau. Parler comme un gangster fait partie de la technique psychiatre appliquée. En tout cas, ça marchait pour moi. Et cette fois-ci, encore, ça avait marché. Sergei cessa de bêler. Ses yeux se plissèrent, et quand il se pencha à nouveau en avant, il était sérieux. Monsieur Carmody, avez-vous déjà entendu parler de Jack l'Éventreur? Le meurtrier? Celui-là même. Le plus grand monstre de tous, pire que Spring Hill Jack ou Crippen. Jack l'Éventreur. Red Jack. J'en ai entendu parler. Connaissez-vous son histoire? Je durcis alors un peu le ton. Écoutez, Sergei, je ne pense pas que nous irons bien loin en échangeant des histoires de bonnes femmes sur des crimes célèbres du passé. Et encore dans le mille. Il prit une grande inspiration. Ce ne sont pas des histoires de bonnes femmes. C'est une question de vie ou de mort. Il était à ce point absorbé par son obsession qu'il parlait carrément, comme ça. Bon, j'étais prêt à l'écouter. Après tout, nous autres, les psychiatres, on est payés pour écouter. D'un geste de la tête, je lui intimai de continuer son histoire. Sergei alluma une cigarette et commença. Londres, 1888. Fin d'été et début d'automne. C'est là que tout s'est passé. Surgit de nulle part la silhouette ombreuse de Jack l'Éventreur, une ombre rôdeuse armée d'un couteau hantant le East End de Londres, arpentant les bouges sordides de Whitechapel. D'où il venait, nul le savait, mais il apportait la mort au couteau. 6 fois ce couteau s'est abattu pour trancher la gorge et le corps des femmes de Londres. Des prostituées, des filles de ruelle. Le 7 août, ce fut la date du premier massacre. On trouva son corps gisant là avec 39 coups de couteau. Un meurtre atroce. Le 31 août, une autre victime. La presse commence à s'y intéresser. Les habitants des taudis, eux, étaient beaucoup plus concernés. Qui était ce tueur qui rôdait parmi eux et frappait à volonté dans les venelles désertes de la ville nocturne? Et surtout, quand frapperait-il à nouveau? Le 8 septembre, Scotland Yard assigna des agents spéciaux. Les rumeurs couraient de plus belle. L'atrocité des meurtres donnait lieu aux spéculations les plus choquantes. Le tueur utilisait un couteau avec expertise. Il tranchait les gorges et retirait certaines parties des corps après la mort. Il choisissait ses victimes et ses décors avec une délibération démoniaque. Personne ne le voyait ni ne l'entendait, mais les gardiens faisaient leur ronde grise à l'aube, trébuchaient sur ces choses tailladées et abominables qui étaient la marque de l'Éventreur. Qui était-il? Qu'est-ce qu'il était? Un chirurgien fou, un boucher, un scientifique dément, un dégénéré pathologique évadé d'un asile, un noble dérangé, un membre de la police londonienne. Puis, le poème est paru dans les journaux. Un poème anonyme, censé mettre fin aux conjectures, mais qui ne fit qu'exciter davantage l'opinion publique. Une petite strophe railleuse. Je ne suis pas boucher, je ne suis pas gosse, ni même capitaine étranger, mais je suis votre véritable ami, votre dévoué Jack l'Éventreur. Et le 30 septembre, 2 autres gorges furent tranchées. C'est très intéressant. J'ai bien peur qu'une légère pointe de sarcasme se soit glissée dans ma voix. Il tressaillit, mais ne broncha pas dans son récit. Puis ce fut le silence à Londres. Le silence et une peur sans nom. Quand Red Jack frapperait-il à nouveau? On attendit tout au long d'octobre. Chaque lambeau de brouillard dissimulait sa présence, et la dissimulait bien.
car on n'apprit rien de l'identité de l'éventreur, ni de ses motifs. Les prostituées de Londres grelottaient dans le vent cru du début de novembre. Elles frissonnaient et remerciaient pour chaque lever de soleil. Le 9 novembre, on la trouva dans sa chambre. Elle était couchée très calmement, les membres disposés bien proprement, et à côté d'elle, avec la même netteté, étaient posés sa tête et son cœur. L'éventreur avait surpassé tout ce qu'il avait fait jusque-là. Alors ce fut la panique, mais une panique inutile, car tandis que presse, police et population attendaient dans une nauséeuse angoisse, Jack l'éventreur ne frappa plus. Les mois passèrent, puis une année. L'intérêt immédiat s'éteignit, mais pas le souvenir. On dit que Jack avait filé en Amérique, qu'il s'était suicidé. On dit et on écrivit. On n'a pas cessé d'écrire depuis. Des théories, des hypothèses, des discussions, des études. Mais à ce jour, personne ne sait qui était Jack l'éventreur, ni pourquoi il a tué, ni pourquoi il a cessé de tuer. Sir Guy se tut. De toute évidence, il attendait un commentaire de ma part. Vous racontez très bien cette histoire. J'ai tous les documents. J'ai rassemblé tous les éléments existants et je les ai étudiés. Je me levai. Bon. J'ai beaucoup apprécié votre petite histoire du soir, Sir Guy. C'est très aimable à vous d'abandonner vos fonctions à l'ambassade britannique pour venir dans le cabinet d'un pauvre psychiatre et le régaler de vos anecdotes. Mes pics semblaient fonctionner toujours. Je suppose que vous voulez savoir pourquoi ce sujet m'intéresse. Oui, c'est précisément ce que j'aimerais savoir. Pourquoi cela vous passionne? Parce que je suis sur la piste de Jack l'éventreur, en ce moment même, et je crois qu'il est ici, à Chicago. Je me rassis. Cette fois, ce fut à moi de cligner des yeux. Répétez cela, je vous prie. Jack l'éventreur est vivant, à Chicago, et je suis venu le traquer. Un instant. Mais lui ne souriait pas. Ce n'était pas une plaisanterie. Voyons. À quand remontent ces meurtres? D'août à novembre 1888. 1888. Mais si Jack l'éventreur était un homme valide en 1888, il doit sûrement être mort aujourd'hui. Réfléchissez, enfin. Même s'il n'était né qu'en cette année-là, il aurait 55 ans aujourd'hui. Vraiment? Et que se passerait-il si Jack avait été autre chose? Pourquoi pas une femme? Ou pourquoi pas 1000 autres choses? Sir Guy, vous êtes tombé sur la bonne personne en venant me voir. Vous avez assurément besoin des services d'un psychiatre. Peut-être. Dites-moi, Monsieur Carmody, est-ce que vous me trouvez fou? Franchement, non. Alors vous pourriez écouter les raisons pour lesquelles je crois que l'éventreur est vivant aujourd'hui. J'ai étudié ses affaires pendant 30 ans. J'ai parcouru le terrain lui-même. J'ai parlé aux autorités, j'ai parlé aux amis et connaissances des pauvres prostituées qui ont été tuées. J'ai rendu visite aux hommes et aux femmes du quartier. J'ai rassemblé toute une bibliothèque de documents touchant à Jack l'éventreur. J'ai étudié toutes les théories folles, toutes les lubies. J'ai appris un peu, pas grand-chose, mais un peu. Je ne vais pas vous assommer avec mes conclusions, mais il y a un autre domaine d'enquête qui m'a donné des résultats plus féconds. J'ai étudié les crimes non résolus, les meurtres. Je pourrais vous montrer des coupures de journaux venant de la moitié des grandes villes du monde. San Francisco, Shanghai, Calcutta, Omsk, Paris, Berlin, Pretoria, Le Caire. La piste est là, le schéma. Des crimes non résolus, des gorges de femmes tranchées avec les mutilations et prélèvements particuliers. Oui, j'ai suivi une piste de sang, de New York vers l'ouest, à travers le continent, puis vers le Pacifique. De là, vers l'Afrique. Pendant la guerre de 14-18, c'était l'Europe. Après, l'Amérique du Sud. Et depuis 1930, de nouveau, les États-Unis.
87 meurtres de ce genre. Et pour le criminologue averti, tous portent la marque de l'éventreur. Il y a eu récemment les soi-disant assassinats du tueur au torse de Cleveland. Vous vous souvenez? Une série choquante. Et finalement 2 morts récentes à Chicago dans les 6 derniers mois. L'une vers South Dearborn, l'autre quelque part du côté de Halstead. Même type de crime, même technique. Je vous le dis, il y a des indices indubitables dans toutes ces affaires, des indices du travail de Jack l'Éventreur. C'est une théorie très serrée. Je ne discuterai pas vos preuves, ni les déductions que vous en tirez. C'est vous, le criminologue, je vous croirai sur parole. Il ne reste plus qu'un point à éclaircir, un détail mineur, mais qui, je pense, est digne d'être mentionné. Comment un homme de, disons, 85 ans pourrait-il commettre ces crimes? Car si Jack l'Éventreur avait une trentaine d'années en 1888 et a survécu, il aurait 85 ans aujourd'hui. Sir Guy Hollis se tut. Je pensais le tenir, mais là... Et s'il n'avait pas vieilli? Comment? Et si Jack l'Éventreur n'avait pas vieilli? Et s'il était encore un jeune homme aujourd'hui? D'accord. Supposons ça une seconde. Puis cessons de supposer, et j'appelle mon infirmière pour qu'elle vous attache. Je suis sérieux. Ils le sont tous. Voilà l'essence du drame, n'est-ce pas? Ils savent qu'ils entendent des voix et qu'ils voient des démons. Et nous les enfermons quand même. C'était cruel, mais efficace. Il se leva et me fit face. C'est une théorie folle, j'en conviens. Toutes les théories sur l'éventreur le sont. L'idée qu'il était un médecin ou un maniaque ou une femme. Les raisons avancées pour soutenir ces croyances sont bien fragiles. On ne peut s'appuyer sur rien. Alors, pourquoi ma théorie serait-elle pire? Parce que les gens vieillissent. Les médecins, les maniaques, les femmes. Tous. Et les sorciers. Les sorciers? Les sorciers, les mages, les nécromants, les praticiens de la magie noire. Où voulez-vous en venir? J'ai étudié. J'ai tout étudié. Au bout d'un moment, j'ai commencé à étudier les dates des meurtres, le schéma que traçaient ces dates, le rythme solaire, lunaire, stellaire, l'aspect sidéral, la signification astrologique. Il était cinglé. Mais je continuais à écouter. Supposons que Jack l'Éventreur n'ait pas tué pour le simple plaisir de tuer. Supposons qu'il ait voulu accomplir un sacrifice. Quel genre de sacrifice? On dit que si l'on offre du sang aux dieux noirs, ils accordent des faveurs. Oui, si l'on fait une offrande de sang au moment opportun, quand la lune et les étoiles sont favorables, et avec les cérémonies appropriées, ils accordent des faveurs de jeunesse éternelle. Vous réalisez que c'est du grand n'importe quoi. Non, c'est Jack l'Éventreur. Théorie des plus intéressantes, mais, Sir Guy, une seule chose m'intéresse. Pourquoi venir me la raconter à moi? Je ne suis pas spécialiste de sorcellerie, je ne suis pas policier, encore moins criminologue. Je suis un psychiatre en exercice. Où est le lien? Alors vous êtes intéressé? Eh bien, oui, il doit bien y avoir un sens à tout ça. Il y en a un. Mais je me tenais à m'assurer de votre intérêt d'abord. Maintenant, je peux vous exposer mon plan. Et en quoi consiste ce plan? John Carmody, vous et moi, allons capturer Jack l'Éventreur. C'est comme cela que cette histoire a commencé. J'ai rapporté la substance de cette première entrevue dans tous ses détails, longs et un peu ennuyeux parce que je la crois importante. Elle aide à éclairer le caractère et l'attitude de Sir Guy. Et compte tenu de ce qui s'est passé ensuite, mais j'y viendrai. L'idée de Sir Guy était simple.
Ce n'était même pas une idée, en fait, mais plutôt une intuition. Vous connaissez les gens d'ici. Je me suis renseigné. C'est pourquoi je suis venu vous voir, comme l'homme idéal pour mon projet. Vous comptez, parmi vos connaissances, beaucoup d'écrivains, de peintres, de poètes, l'intelligentsia, comme on dit. Les bohèmes, la frange lunatique de Near Northside, pour certaines raisons, peu importe lesquelles, mes indices me conduisent à déduire que Jack l'Éventreur fait partie de ce milieu. Il a choisi de se faire passer pour un excentrique. J'ai le sentiment qu'en vous laissant m'emmener, me présenter à votre monde, je tomberai peut-être sur la bonne personne. Ça me va, mais comment comptez-vous le trouver? Comme vous le dites vous-même, il pourrait être n'importe qui et n'importe où. Et vous n'avez aucune idée de son apparence. Il peut être jeune ou vieux. Jack l'Éventreur, un Jack à toutes les sauces. Un riche, pauvre, mendiant, voleur, médecin, avocat. Comment le reconnaîtriez-vous? Nous verrons bien. Mais je dois le trouver. Tout de suite. Pourquoi tant de hâte? Parce que dans 2 jours, il va tuer à nouveau. Comment en êtes-vous arrivé à cette certitude? C'est aussi certain que les étoiles. J'ai tracé sa carte, voyez-vous. Les 87 meurtres obéissent tous à un certain schéma rythmique astrologique. S'il fait, comme je le crois, un sacrifice de sang pour renouveler sa jeunesse, il doit tuer dans les 2 jours. Regardez le schéma de ces crimes nouveaux à Londres. 7 août, 31 août, 8 septembre, 30 septembre et 9 novembre. Les intervalles de 24 jours, 9 jours, 22 jours. Il en a tué 2 cette fois-là. Puis 40 jours. Bien sûr, il y a eu des crimes entre ces dates. Il devait y en avoir. Mais ils n'ont pas été découverts ou attribués à lui. Quoi qu'il en soit, j'ai établi un schéma pour lui, en me basant sur toutes mes données, et je vous dis que d'ici 2 jours, il tuera. Je dois donc le trouver d'une façon ou d'une autre, avant ce moment. Mais j'attends toujours ce que vous voudriez que je fasse. Sortons ensemble. Présentez-moi à vos amis, emmenez-moi à des soirées. Mais par où commencer? À ma connaissance, mes amis artistes, malgré leur excentricité, sont tous des gens normaux. L'Éventreur aussi, parfaitement normal, sauf certains soirs. Sir Guy montrait encore ce regard lointain. Alors il devient un monstre pathologique, sans âge, tapis pour tuer. Les nuits où les étoiles s'embrasent en constellations de mort. Très bien, très bien. Je vous emmènerai à des soirées, Sir Guy. Ça tombe bien, j'avais envie d'y aller moi-même. J'ai besoin des vers qu'on y sert, après avoir écouté vos histoires. Nous fîmes donc nos plans, et ce soir-là, je l'emmenai au studio de Lester Bayston. Tandis que nous montions en ascenseur jusqu'au toit penthouse, je profitais du trajet pour prévenir Sir Guy. Bayston est un vrai dingue, et ses invités aussi. Préparez-vous à tout. Je le suis, répondit Guy Hollis avec le plus grand sérieux. Il plongea la main dans la poche de son pantalon et en sortit un revolver. Qu'est-ce que... Si je le vois, je serai prêt, dit Sir Guy. Et il ne souriait pas, en plus. Enfin, vous ne pouvez pas vous promener à une soirée avec un revolver chargé dans la poche, voyons. Ne vous inquiétez pas, je ne ferai rien de stupide. Je me posais la question. Sir Guy Hollis n'était pas, à mon sens, un homme normal. Nous sortîmes de l'ascenseur et nous dirigeâmes vers la porte de l'appartement de Bayston. Au fait, comment voulez-vous être présenté? Dois-je leur dire qui vous êtes et ce que vous cherchez? Peu m'importe. Peut-être vaudrait-il mieux d'être honnête. Mais vous ne pensez pas que l'Éventreur, si par miracle il ou elle est présente, va immédiatement prendre peur et filer se cacher? Je pense que le choc de l'annonce que je chasse l'Éventreur provoquerait de sa part un geste trahissant. Vous feriez un bon psychiatre vous aussi. C'est une jolie théorie, mais je vous préviens, vous allez vous faire charrier. Nous sommes chez des fous, ici. Je suis prêt. J'ai un petit plan.
Ne soyez pas surpris de ce que je pourrais faire. » Je hochai la tête et frappai à la porte. Baston ouvrit en débordant dans le couloir. Ses yeux étaient aussi rouges que les cerises au marasquin de son Manhattan. Il vacillait, nous dévisageant avec une gravité toute théâtrale. Il plissia les yeux sur mon chapeau à bord carré et sur la moustache de Sir Guy. « Ah ah ! Le morse et le charpentier. » Je présentai Sir Guy. « Bienvenue, » dit Baston, avec une courtoisie démesurée en nous faisant signe d'entrer. Il tituba derrière nous jusqu'au salon criard. Je parcourus la foule du regard, cette masse qui se mouvait nerveusement dans le brouillard de fumée de cigarettes. La soirée battait son plein pour ce genre de monde. Tous avaient un verre à la main, tous avaient la joue légèrement empourprée. Dans un coin, le piano allait à plein régime, mais les accents impérieux de la marche tirée de l'amour des trois oranges ne parvenaient pas à couvrir les jurons qui fusaient du côté de la partie de dés dans l'autre coin. Prokofiev n'avait aucune chance contre le polo africain, et un jeu d'ivoire claquait plus fort que l'autre. Sir Guy en prit plein le monocle tout de suite. Il vit Laverne Gonister, la poétesse, coller son poing en plein dans l'œil d'Imi Kralik. Il vit Imi s'asseoir par terre et pleurer jusqu'à ce que Dick Poole lui marche accidentellement sur l'estomac en traversant la pièce pour aller chercher à boire dans la salle à manger. Il entendit Nadia Villeneuve, la graphiste, dire à Johnny Hotcut qu'elle trouvait ses tatouages d'un goût épouvantable. Et il vit Barclay Melton ramper sous la table de la salle à manger avec la femme de Johnny Hotcut. Ces observations zoologiques auraient pu se prolonger indéfiniment si Lester Baston n'avait pas gagné le centre de la pièce pour réclamer le silence en laissant tomber un vase par terre. « Nous avons des invités de marque parmi nous. Rien de moins que le morse et le charpentier. Le morse, c'est Sir Guy Hollis, un je ne sais quoi de l'ambassade britannique. Le charpentier, comme vous le savez tous, c'est notre John Carmody national, éminent distributeur de liniment pour libido. » Il se tourna et attrapa Sir Guy par le bras, le traînant au milieu du tapis. À l'instant, je crus que Hollis allait protester, mais un clin d'œil rapide me rassura. Il était préparé. « C'est notre coutume, Sir Guy, de soumettre nos nouveaux amis à un petit interrogatoire. Simple formalité lors de ces réunions très formelles, vous comprenez? Êtes-vous prêt à répondre à quelques questions ?» Sir Guy hocha la tête et sourit. « Très bien. Les amis, je vous présente ce colis venu de Bretagne. À vous de jouer. » Et le chahut commença. J'avais l'intention de rester écouter, mais à ce moment précis, Lydia Dare me repéra et m'entraîna dans l'entrée pour une de ces scènes du genre « Mon chéri, je t'ai attendu toute la journée près du téléphone. » Le temps de me débarrasser d'elle et de revenir, la séance d'interrogation improvisée battait son plein. À en juger par la tête de l'assemblée, Sir Guy s'en sortait très bien. Puis Baston lui-même lança une question qui renversa tout. « Et qu'est-ce qui vous amène parmi nous ce soir, puis-je demander? Quelle est votre mission, monsieur le Morse ?»« Je recherche Jack l'Éventreur. » Personne ne rit. Cela dut les frapper comme ça m'avait frappé moi-même. Je regardai mes voisins et me surpris à me questionner. Laverne Gonister, Ernie Kralik, inoffensif. Dick Poole, Nadia Villeneuve, Johnny Hotcut et sa femme, Barclay Melton, Lydia Dare, tous inoffensifs. Mais quel sourire forcé sur le visage de Dick Poole, et ce rictus sournois et gêné chez Barclay Melton. Oh, c'était absurde, je vous l'accorde. Mais pour la première fois, je voyais ces gens d'un autre œil. Je me demandais à quoi ressemblait leur vie secrète, en coulisses, au-delà des soirées. Combien jouait un rôle, cachait quelque chose? Lequel d'entre eux pourrait vénérer Hécate et accorder à cette déesse horrible le sombre présent du sang? Même Lester Baston pouvait être en train de jouer un rôle. L'humeur nous gagnait tous, à l'instant. Je vis les questions s'allumer dans le cercle des regards autour de la pièce. Sir Guy se tenait là et j'aurais juré qu'il était pleinement conscient de l'effet qu'il avait créé et qu'il savourait la situation.
Je me demandais vaguement ce qui clochait vraiment chez lui. Pourquoi cette fixation étrange sur Jack l'Éventreur? Peut-être cachait-il des secrets lui aussi. Baston, comme toujours, se chargea de briser la tension. Il s'en moqua. Le morse ne blague même pas, le petit. Il donna une claque dans le dos de Sir Guy et passa son bras autour de lui pour pérorer. Notre cousin anglais est réellement sur la trace du fameux Jack l'Éventreur. Vous vous en souvenez tous, j'espère. Un vrai boucher, à ce qu'il paraît. Il se payait des sacrées bonnes déchirures quand il sortait pour s'arracher un morceau. Le morse s'est mis en tête que l'Éventreur est encore en vie, probablement en train de rôder dans Chicago avec un canif de Boy Scout. En fait, Baston marqua une pause théâtrale et lâcha la phrase d'une voix de conspirateur râpeuse. En fait, il y a des raisons de croire que Jack l'Éventreur est peut-être parmi nous ce soir. La réaction attendue, gloussement, sourire. Baston lâcha un regard réprobateur à Lydia Terre. Ce n'est pas à vous de rire, mesdames. Jack l'Éventreur a très bien pu être une femme, vous savez, une sorte de Jill l'Éventreuse. Vous voulez dire que vous suspectez vraiment l'un de nous? Gaïa Laverne Gonister en minaudant vers Sir Guy. Mais ce Jack l'Éventreur a disparu il y a des lustres, non? En 1888? Ah ah! Comment savez-vous tout cela, jeune demoiselle? C'est suspect. Surveillez-la, Sir Guy. Elle n'est peut-être pas aussi jeune qu'elle en a l'air. Ces dames poètes ont des pensées bien sombres, intervint Baston. La tension retomba, l'atmosphère se fissura et toute l'affaire commença à dégénérer en plaisanterie de soirée. Le pianiste regardait son instrument avec une lueur de scherzo dans le regard qui n'augurait rien de bon pour Prokofiev. Lydia Dare lorgnait du côté de la cuisine, guettant le moment de se faufiler pour un autre verre. Puis, Baston s'en aperçut. Devinez quoi? Le morse a un flingue. Son bras passé autour de Sir Guy avait buté contre la dure silhouette du revolver dans la poche. Il la lui arracha avant que Hollis ait eu le temps de protester. Je fixais Sir Guy, me demandant si la plaisanterie n'allait pas trop loin. Mais il m'adressa un nouveau clin d'œil furtif, et je me rappelais qu'il m'avait dit de ne pas m'alarmer. Alors j'attendis que Baston lance une de ses inspirations alcoolisées. Soyons fair-play avec notre ami le morse. Il a traversé tout l'océan pour venir à notre petite sauterie dans ce but. Si aucun de vous ne veut avouer, je suggère qu'on lui donne une chance de découvrir la vérité. À la dure. Qu'est-ce que tu mijotes? Demanda Johnny Hotcut. Je vais éteindre les lumières pendant 1 minute. Sir Guy se tiendra ici avec son revolver. Et si quelqu'un dans cette pièce est Jack l'Éventreur, il peut soit s'enfuir, soit en profiter pour, disons, éliminer son poursuivant. Ça vous va? C'était encore plus idiot que ça en avait l'air, mais l'idée plut à tout le monde. Les protestations de Sir Guy furent couvertes par le vacarme. Et avant que je puisse traverser la pièce pour ajouter mon grain de sel, Lester Baston avait déjà atteint l'interrupteur. « Ne bougez pas, dit Baston avec un sérieux de pacotille. Pendant 1 minute, nous allons rester dans le noir, peut-être à la merci d'un assassin. Au bout de ce temps, je rallumerai et ferai le tour des cadavres. Choisissez vos partenaires, mesdames et messieurs. » Les lumières s'éteignirent. Quelqu'un gloussa. J'entendis des pas dans l'obscurité, des murmures, une main effleurant mon visage. La montre à mon poignet battait violemment, mais plus fort encore, montant au-dessus d'elle, j'entendais un autre martèlement. Les battements de mon cœur. Absurdement debout dans le noir avec une bande d'ivrognes. Et pourtant, il y avait là une vraie terreur qui rampait dans cette nuit de velours. Jack l'Éventreur rôdait dans une obscurité comme celle-ci, et Jack l'Éventreur avait un couteau. Jack l'Éventreur avait un cerveau de fou et un but de fou. Et Jack l'Éventreur était mort, mort et poussière depuis bien des années, selon toutes les lois humaines. Seulement, il n'y a plus de loi humaine quand on se tient dans l'obscurité. Quand l'obscurité cache et protège et que le masque extérieur glisse de votre visage, quand on sent monter quelque chose en soi, un dessin confus et sans forme, frère de la noirceur. Sir Guy Hollis poussa un cri. Il y eut un bruit sourd et sinistre. Baston ralluma et tout le monde hurla.
Sir Guy Hollis était étendu sur le sol au centre de la pièce. Il serrait encore le revolver dans sa main. Je regardais les visages m'émerveillant de la variété d'expressions que peut prendre un être humain face à l'horreur. Tous les visages étaient là, en cercle. Personne ne s'était enfui et pourtant, Sir Guy Hollis gisait là. Naverne Gollister gémissait en se cachant le visage. Très bien. Sir Guy se retourna et bondit sur ses pieds. Il souriait. Ce n'était qu'une petite expérience, n'est-ce pas? Si Jack l'Éventreur s'était trouvé parmi nous et avait cru que j'étais mort, il se serait trahi d'une façon ou d'une autre lorsque les lumières se seraient rallumées et m'aurait vu étendu là. Je suis convaincu de votre innocence individuelle et collective. Juste un petit canular, mes amis. Hollis leva les yeux vers Baston, médusé, et le reste du groupe agglutiné derrière lui. « On y va, John ?» Il se retourna et se dirigea vers le placard. Je le suivis. Personne ne dit un mot. La soirée fut terriblement morne après ça. Je retrouvai Sir Guy le lendemain soir comme convenu, à l'angle de la 29e et de South Halstead. Après ce qui s'était passé la veille, je m'attendais à presque tout, mais Sir Guy avait l'air parfaitement naturel, blotti dans l'embrasure d'une porte crasseuse, à attendre mon arrivée. « Bouh !» dis-je en surgissant d'un coup. Il sourit. Seul un geste trahissant sa nervosité de la main gauche, montrant qu'il avait cherché son revolver, alors que je le surprenais. « Prêt pour notre chasse à l'oie sauvage ?»« Oui, je le suis. » « Je suis heureux que vous ayez accepté de me rejoindre sans poser de questions. Cela prouve que vous avez confiance en mon jugement. » Il prit mon bras et nous avançâmes lentement le long de la rue. « Il y a du brouillard ce soir, John. Comme à Londres. Et froid aussi, pour un mois de novembre. » Il hocha la tête et frissonna, comme pour confirmer. « Curieux. Brouillard londonien et novembre. Le lieu et l'époque des meurtres de Jack l'Éventreur. Permettez-moi de vous rappeler, Sir Guy, que ceci n'est pas Londres, mais Chicago. Et nous ne sommes pas en novembre 1888. 50 ans se sont écoulés. » Sir Guy me rendit mon sourire, sans la moindre joie. « Je n'en suis pas si sûr. Regardez autour de vous. Ces ruelles emmêlées, ces rues torses. On se croirait dans l'East End ou Mitre Square. Et elles ont bien 50 ans, au moins. Vous êtes dans le quartier noir, près de South Clark Street. Et pourquoi vous m'avez traîné ici? Je n'en sais toujours rien. » C'est une intuition. Juste une intuition, John. Je veux errer un peu par ici. Il y a la même configuration géographique dans ces rues que dans ces cours où l'éventreur rôdait et tuait. C'est là que nous le trouverons, John. Pas sous les lumières brillantes du quartier bohème, mais ici, dans les ténèbres. Les ténèbres où il attend. C'est pour ça que vous avez pris un revolver? Demandai-je, incapable d'empêcher une pointe de nervosité sarcastique de percer dans ma voix. Toute cette histoire, cette obsession incessante de Jack l'Éventreur me tapait sur les nerfs, plus que je ne voulais l'admettre. Nous pourrions en avoir besoin. Après tout, ce soir est la nuit prévue. Je soupirai. Nous errâmes dans les rues désertes noyées de brouillard. Ici et là, une faible lumière brûlait au-dessus de la porte d'un bouge, sinon rien que l'ombre et la nuit. De profondes gueules d'ombre des ruelles béantes s'ouvraient au long d'une ruelle inclinée. Nous rampions dans ce brouillard, seuls et silencieux, comme deux minuscules asticots remuant dans un suaire. Quand cette image me traversa l'esprit, je grimaçais. L'atmosphère commençait à me gagner, moi aussi. Si je n'y prenais garde, j'allais devenir aussi timbré que Sir Guy. Vous voyez bien qu'il n'y a pas âme qui vive dans ces rues. Il est obligé de venir. Il sera attiré ici. C'est ce que je cherchais. Un genius loci, un endroit maléfique qui attire le mal. Toujours lorsqu'il tue, c'est dans les bas-fonds. Vous voyez, ce doit être l'une de ses faiblesses. Il est fasciné par la misère, et puis les femmes dont il a besoin pour le sacrifice se trouvent plus facilement dans les bouges et les tripots des grandes villes. Eh bien, allons donc dans un de ces bouges. J'ai froid et un verre me ferait du bien. Ce maudit brouillard vous rentre dans les os. Vous autres Britanniques, vous supportez ça. Mais moi, j'aime la chaleur sèche. Nous débouchâmes d'une ruelle et nous trouvâmes au seuil d'un passage.
à travers les nappes blanches de brume. J'aperçus une lueur bleutée, une ampoule nue pendue à un panneau de bière au-dessus d'une entrée de bar dans l'allée. Tentons notre chance. Je commence à grelotter. Je vous en prie, passez devant. Je le guidai dans le passage, et nous nous arrêtâmes devant la porte du bouge. Qu'est-ce que vous attendez? Je jette juste un œil. C'est un quartier dur, Sir Guy. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. Et je préférais éviter les mauvaises fréquentations. Certains de ces endroits n'aiment pas voir des blancs entrer. Sage précaution, John. Je terminai mon inspection par le carreau de la porte. On dirait qu'il n'y a personne. Tentons notre chance. Nous entrâmes dans un bar sordide. Une lumière mourante vacillait au-dessus du comptoir et de la rambarde, mais ne parvenait pas à percer l'ombre au fond des banquettes. Un homme gigantesque était affalé derrière le bar, un colosse noir, massif, à la mâchoire et au torse énorme. Il bougea à peine quand nous entrâmes, mais ses yeux s'ouvrirent tout d'un coup, et je sus qu'il nous avait repérés et évaluait notre genre. « Bonsoir », lançai-je. Il prit son temps avant de répondre, toujours en train de nous jauger. Puis il sourit. « Bonsoir, messieurs. Qu'est-ce que je vous sers ?»« Un gin. 2 gins, s'il vous plaît. Il fait froid dehors. » « Vous avez raison. » Il servit. Je payai et apportai les verres à l'une des banquettes. Nous ne perdîmes pas de temps à les vider. Le feu du gin réchauffa. Je retournai chercher la bouteille. Le barman hocha la tête, prit l'argent que je lui tendais et replongea dans sa somnolence. Je servis un autre verre à Sir Guy, puis un autre. Mais l'alcool ne fit que le rendre plus bavard. Quelle logorée! Meurtre rituel, prolongation artificielle de la vie, tout son récit fantastique ressortait à nouveau, et bien sûr il restait obstinément convaincu que l'éventreur rôdait dehors ce soir. J'admets, je me rendis coupable de le pousser un peu. Très bien. Admettons que votre théorie soit correcte, même s'il faut pour cela oublier toutes les lois naturelles et avaler un paquet de superstitions. Mais admettons pour l'argumentation que vous ayez raison. Jack l'Éventreur était un homme qui a découvert comment prolonger sa vie par des sacrifices humains. Il a parcouru le monde comme vous le croyez. Il est à Chicago maintenant et il prévoit de tuer. En d'autres termes, admettons que tout ce que vous affirmez soit parole d'évangile. Et alors? Que voulez-vous dire, et alors? Je veux dire, et alors? Quand bien même tout cela serait vrai, ça ne prouve pas qu'en restant assis dans un bouge miteux du Southside, Jack l'Éventreur va entrer, se laisser abattre ou remettre à la police. Et à propos, je ne sais toujours pas ce que vous comptez faire de lui, si jamais vous le trouvez. Je capturerai ce fumier. Je le capturerai et je le remettrai au gouvernement avec tous les dossiers et toutes les preuves documentées que j'ai réunies depuis des années. J'ai dépensé une fortune à enquêter sur cette affaire. Vous entendez? Une fortune. Sa capture signifiera la solution de centaines de crimes non résolus. J'en suis convaincu. Je vous le dis, une bête folle est en liberté dans ce monde, une bête éternelle et sans âge, offrant des sacrifices à Hécate et aux dieux noirs. In vino veritas, ou bien tout ce bavardage n'était-il que le produit de trop de gin? Peu importait. Sir Guy s'en reprit un peu. Moi, je me demandais quoi faire de lui. L'homme grimpait à toute vitesse vers une crise d'hystérie alcoolisée. Encore un point. Vous n'expliquez toujours pas comment vous espérez tomber par hasard sur lui. Il sera là. Je suis médium, je le sens. Sir Guy n'était pas médium. Il était pathétique. L'affaire commençait sérieusement à m'exaspérer. Nous étions assis là depuis 1 heure et pendant tout ce temps j'avais dû jouer l'infirmier et le public pour un idiot bavard. Après tout, il n'était pas un de mes patients officiels. Ça suffit. J'ai une suggestion à faire maintenant. Appelons un taxi et filons d'ici. Il se fait tard et il ne semble pas que votre insaisissable ami veuille faire son entrée. Demain, si j'étais vous, je me préparerais à transmettre tous ces dossiers au FBI. Si vous êtes si persuadé de la justesse de votre théorie, ils seront bien plus compétents que vous pour mener une enquête complète et trouver votre homme. Non. Pas de taxi.
Sergei était ivre et têtu. Mais sortons au moins d'ici. Il est passé minuit. Il soupira, haussa les épaules et se leva en vacillant. Comme il se dirigeait vers la porte, il tira son revolver de sa poche. « Donnez-moi ça. Vous pouvez pas vous promener dans la rue en brandissant ce truc. » Je pris le revolver et le glissai sous ma veste. Puis je le saisis par le bras droit et le guidai dehors. Le barman ne leva pas la tête quand nous sortîmes. Nous restâmes à grelotter dans l'allée. Le brouillard s'était épaissi. Je ne distinguais ni le début ni la fin du passage. Il faisait froid, humide, noir. Brouillard ou pas, un petit vent murmurait des secrets aux ombres dans notre dos. L'air frais frappa Sergei comme je l'avais prévu. Brouillard et vapeur de gin ne font pas bon ménage. Il chancela tandis que je le guidais dans la brume. Malgré son état, ses yeux scrutaient encore l'allée avec appréhension, comme s'il attendait à voir surgir une silhouette. Et cette fois, le dégoût l'emporta. C'est puéril tout ça. Jack l'éventreur, vraiment? Vous poussez votre lubie bien trop loin. Lubie? Vous appelez ça une lubie? Et comment vous appelez ça, vous alors? Pour quelle autre raison vous acharnez-vous à traquer ce tueur mythique? À Londres, en 1888, l'une de ces traînées sans nom que l'éventreur a massacrées était ma mère. Pardon. Plus tard, mon père m'a reconnu et légitimé. Nous avons juré de consacrer nos vies à retrouver l'éventreur. Mon père a été le premier à chercher. Il est mort à Hollywood en 1926, sur la piste de l'éventreur. Ils ont dit qu'il avait été poignardé par un inconnu lors d'une rixe. Mais je sais qui était cet inconnu. Alors j'ai repris le flambeau. Vous voyez, John, j'ai poursuivi l'œuvre et je la poursuivrai jusqu'à ce que je le trouve et que je le tue de mes propres mains. Il a pris la vie de ma mère et celle de centaines d'autres pour nourrir sa propre existence infernale. Comme un vampire, il se repaît de sang. Comme une goule, il se nourrit de mort. Comme un démon, il parcourt le monde pour tuer. Il est rusé, terriblement rusé. Mais je ne me reposerai jamais tant que je ne l'aurai pas retrouvé. Jamais. Là, je le crus. Il n'abandonnerait pas. Il n'était plus un simple bavard ivre. Il était aussi fanatique, aussi déterminé, aussi implacable que l'éventreur lui-même. Le lendemain, il serait à jeun. Il reprendrait la traque. Peut-être transmettrait-il ses dossiers au FBI. Tôt ou tard, avec cette obstination et ce motif, il réussirait. J'avais toujours su qu'il avait un motif. Allez, allons-y. Attendez. Rendez-moi mon revolver. Il tituba un peu. Je me sentirais mieux avec le revolver sur moi. Il me poussa dans l'ombre d'un renfoncement. J'essayai de le repousser, mais il insista. Rendez-moi ce revolver, John. Maintenant. Très bien. Je glissai la main sous ma veste et la ressortis. Ce n'est pas mon revolver, John. C'est un couteau. Je sais. Alors je m'abattis vivement sur lui. John! John! Oubliez le John, chuchotai-je en levant le couteau. Appelez-moi juste Jack. There is a grandma. Does grandmother count as an animal? Oh, is this cat? Oh, thank you. Okay.
Orioles cry for 1,000 li, red amidst the green. In water... Does anyone understand what the cat is saying? Orioles cry for 1,000 li, red amidst the green. Oh. What the heck? I interacted with the bird! High five! Does that count? It does. Hold on. Red. Red. And then... red. Okay. Maybe this one should be green. Nope. Red? I don't understand. What does the cat want? Yellow? Orioles cry for 1,000 li. Red amidst the green. In water villages. And the mountain in towns. Does anyone understand what the cat wants? Well, I did interact with another cat and some birds. Does your chat think that you were ethical? I don't think my Does that chat mean ever you're- thinks are you that. Done? You think you're done? Yeah, like... They say pretty ethical. For me. I don't know what that means. Well... those people are usually getting shot. And they... Oh, geese! Did you know that the devs of this game, they have a geese farm? Did you know that the devs of this game have a geese farm? They have a geese farm. Yeah, and they have a geese. And once they even did a live stream of their geese. Really? Yeah, that's why there's so many idea. geese in the game. Yeah. Oh. I just saw like 10 geese. That's funny. Yeah. Fun fact. Okay, I see another cat. I did see a bunch of animals and I collected a bunch of shit. I don't know what more I can do. What animals do you have? I interacted with... I got fur from one cat. I tried to solve Four from one cat? Yeah, because I pat him and then the fur was in my head. Okay. And how do you get 4 from the same cat? No. Fur. Oh, fur! Like fluff. Okay, And then I also rode 3 horses. And then I tried to solve a puzzle from a cat, but I'm too stupid. And now I'm trying to do a race for another cat. And I saw like a bunch of geese. I think I accidentally killed a bird. What?